Salut, si tu lis ça, je veux que tu saches pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Tout a commencé avec la disparition des voyages en avion. Ensuite, ils ont démantelé les chemins de fer. Enfin, ils ont éliminé les routes interurbaines. Les villes s'isolaient les unes des autres pour la sécurité, disait-il, et cerise sur le gâteau, ils ont construit les dômes. Premier jour, 6h48. C'est un événement majeur et tu ne veux surtout pas le manquer. Après 5 ans de construction, le dôme de ta ville a finalement été achevé la nuit dernière. Il a coûté plus de 150 milliards d'euros, mais c'était un investissement judicieux pour l'avenir autonome et durable des citoyens. Inspirés par les rêves d'antan, les bâtiments pourvus de dômes immenses ont existé depuis des millénaires. Puis les stades de sport ont eux aussi adopté cette forme architecturale particulièrement robuste, et les superdômes ont vu le jour. On a vu apparaître des complexes de loisirs protégés par des dômes, comme Tropical Island en Allemagne. Des biodômes et des serres géantes comme l'Eden Project au Royaume-Uni. L'étape suivante coulait donc de source. On recouvrirait la ville entière. 7h pile. Ton deuxième réveil te tire de ta rêverie. Assis dans ton lit, tu boudes d'impatience. C'est l'heure du premier lever de soleil. Il est si réaliste que tu te dis que quelque chose a peut-être mal tourné, que le dôme a disparu. Mais si tu pouvais t'en approcher depuis ton appartement du centre-ville, tu remarquerais les plaques hexagonales dont il est composé. Tu ne peux pas bien sûr, car il est aussi haut que l'Everest. Il faut 10 minutes au soleil pour finir de se lever. Et ensuite, la pièce est aussi lumineuse que s'il était midi. Tu finis ton café et tes toasts et tu sors. Toi et tous les autres habitants de cette ville de 100 000 habitants. Fini les mégalopoles comme New York et Londres. Elles ont été démantelées et divisées sous des dômes d'1,5 million d'habitants au maximum. Les besoins en oxygène ont été précisément calculés. Certaines personnes font leur jogging, d'autres lisent assis sur les bancs dans le parc. Le temps est parfait bien sûr. Les thermomètres indiquent constamment 22 degrés Celsius. Selon les scientifiques, c'est la température la plus agréable pour les gens. Plus de surprise de la part de Mère Nature. Elle peut être magnifique, mais aussi cruelle et destructrice. Non, désormais, c'est l'humanité qui contrôle la météo. Tu passes toute la journée à te promener en ville, mais les rues commencent à se vider après le déjeuner. Une averse d'une demi-heure est prévue chaque jour à 14h30 pour arroser les champs. Deuxième jour, lever du soleil, 7h, température 22 degrés. Tu sais toujours quoi porter, et il n'y a plus besoin de météorologue, plus de bulletins météo, plus de pluie inopinée qui nous surprend sans parapluie. Tout n'est plus que stabilité, sécurité, uniformité. Tu as décidé de passer ton dimanche avec des amis. Vous parlez, riguez et savourez ce moment entre vous. Personne n'est distrait par un écran de téléphone ni par les réseaux sociaux et leurs constantes notifications. Les villes ont été déconnectées et fermées. Il n'y a plus d'internet. Troisième jour. On est lundi, retour en classe. Tu montes sur ton vélo et tu fais le court trajet jusqu'à la fac. Les routes sont pleines de voyageurs. Des vélos, des trottinettes, des skateboards. Il y a aussi des gens à pied, mais plus de voitures. Elles émettent des gaz d'échappement et cela nuirait à la vie sous le dôme. Tu fais des études de génie civil. La plupart des universités se sont reconverties dans les études agricoles, agriculture, botanique, pédologie, etc. Ces secteurs concentrent la plupart des emplois dans ce petit écosystème autosuffisant. Mais il y a un stage en particulier qui t'intéresse. Le meilleur étudiant de ta faculté sera invité à travailler au département du dôme. Tu prends des notes tranquillement quand tout à coup les lumières s'éteignent. La salle de classe, non, toute la ville est plongée dans l'obscurité. Ton professeur essaie de rassurer tout le monde, mais une pensée te vient à l'esprit. Et si la lumière ne revenait jamais ? C'est la première fois que tu y penses. Tu es sous un dôme, entièrement dépendant de son bon fonctionnement. Tu te sens très vulnérable. Ces quelques minutes d'obscurité ont l'air de durer des siècles. Mais bientôt, le ciel commence à clignoter et la lumière revient. Tous les étudiants poussent un soupir de soulagement. On dirait que tu n'étais pas le seul à te faire du souci. C'est alors qu'un message apparaît sur le dôme au-dessus de vos têtes et tu entends une voix le lire. Chers citoyens, il semblerait que le dôme ait besoin de plus d'énergie que prévu. Veuillez faire preuve de patience, nous essayons de résoudre le problème. Nous allons pour l'instant limiter la consommation privée d'électricité. Merci de votre compréhension. 6e jour. La vie sous le dôme, de parfaitement stable et prévisible, est devenue extrêmement pénible. Le rationnement de l'électricité est passé de 60 à 30%, puis à 15%, pour enfin être totalement supprimé. Tu as été renvoyé dans l'âge des ténèbres. Plus de réfrigérateurs, de téléviseurs,
ni d'aspirateur. Les habitants sont patients, mais pour combien de temps encore ? 8e jour. Ils ont maintenant raccourci les journées et les pluies quotidiennes ont elles aussi cessé. Ils ont de gros problèmes avec le dôme. Beaucoup d'entreprises ont fermé, les cours sont annulés et la tension monte entre les gens, car la nourriture se fait rare. 10e jour. Tes placards sont vides. Tu dois aller faire des courses, mais à l'épicerie, une grosse surprise t'attend. Le magasin est presque vide. Plus de nourriture, plus de savon, plus rien. Tu mets la main sur des conserves qui ont roulé sous une étagère. Il reste aussi un sac de pommes de terre infesté de moucherons. Tu trouveras peut-être des produits dans un autre magasin. Tu traverses quelques rues, mais à nouveau, il n'y a rien. Un 3e, vide lui aussi. Tu fais tous les magasins du quartier et c'est partout la même chose. La ville est à court de nourriture. Ce soir-là, tu reçois un autre message de l'administration du dôme. Ils ont enfin trouvé une solution, ils vont rénover la ville et faire de la place pour de nouveaux champs. Les installations inutiles seront supprimées et certaines personnes devront emménager chez des amis. Ce n'est pas l'idéal, mais cela vaut mieux que d'avoir faim. 23e jour. Les rues sont pratiquement désertes maintenant. Les quelques personnes que tu croises encore sont silencieuses et moroses. Sans doute à cause du temps de lumière limité. Au moins, il y a encore de l'air et de l'eau. Mais combien de temps avant qu'il n'y en ait plus ? La ville est devenue très étrange. 2e mois. Il n'y a plus d'argent, plus de magasins, plus d'achats. La communauté est passée à un système de troc. Tu as besoin d'une coupe de cheveux ? Tu payes avec une laitue. Quelques pommes de terre te permettront de te faire une chemise si tu peux trouver du tissu. 3e mois. Bonne nouvelle, ils ont fait des progrès considérables dans la rénovation de la ville. Il y a un peu plus de récoltes, plus de nourriture et les gens mangent à nouveau correctement. Les cours ont repris et les entreprises recommencent à travailler. On dirait que la ville va finir par s'en sortir. Mais les habitants ont souffert. Toi-même, tu n'es pas en grande forme. Ce n'est pas comme ça que le monde devrait tourner. Les villes ont besoin les unes des autres. Elles échangent des services et des biens. C'est comme ça qu'on se développe et qu'on progresse. L'humanité explorait autrefois l'espace. Et maintenant, on ne peut même plus visiter la ville d'à côté. Tu dois faire quelque chose. 6e mois. Tu bûches plus que jamais sur tes livres. Les rénovations sont terminées et ta ville ressemble à un tout autre endroit. Elle est presque entièrement occupée par des champs de maïs, de céréales et de pommes de terre. 70% du dôme est consacré aux cultures. C'est comme si tu vivais dans une serre. Tu manges de la purée de pommes de terre au petit déjeuner, des pommes de terre au four au déjeuner et des pommes de terre frites pour le dîner. Tu en as marre des pommes de terre, mais au moins, tu n'as plus faim. Personne ne se souvient du goût du chocolat. La cérémonie de remise des diplômes est dans 1 mois. Et on dirait bien que tu vas l'obtenir, ce stage. Depuis le début, tu rêves de travailler au dôme, mais c'est devenu une nécessité maintenant que tu as décidé de mettre un terme à tout ça. 1 an sous le dôme. Tu travailles au département d'ingénierie du dôme depuis un peu plus de 5 mois. Tu fais partie de l'équipe de nuit. Les employés travaillent en binôme. Ton collègue s'est endormi juste avant le lever du soleil et il est temps pour toi d'agir. Tu quittes la pièce et tu te diriges vers la salle de commande principale. Il voulait te protéger, mais il n'y a rien de pire que d'être isolé. Tu dois mettre fin à cela. Le bouton est juste devant toi. Ton cœur bat à tout rompre. Tu inspires profondément, tu fermes les yeux et tu appuies sur le bouton. 1 seconde plus tard, tu entends un bruit métallique et tu vois le dôme qui s'abaisse. Le ciel derrière ces murs qui descendent présente une infinité de nuances orangées, roses et violettes. Le soleil se lève, pas le ciel virtuel. Très bientôt, la ville entière se réveillera sous le vrai ciel, dans une légère brise estivale. Vous êtes libérés. Et puis tu vois arriver les agents de sécurité. Voilà, je dois filer. Salut. Hé, il y a de l'eau sur cette lune! Tu le savais? La NASA, quant à elle, ne le savait pas encore lorsque les astronautes d'Apollo y ont posé le pied il y a 50 ans. Ils ont rapporté 382 kilos de roches lunaires dans des sacs hermétiquement fermés. Lorsque la NASA a découvert que certains de ces sacs contenaient de l'eau, ils ont pensé qu'ils avaient été inondés en atterrissant dans l'océan. C'est pourtant bien de l'eau lunaire, mais la NASA n'a jamais conclu que cette eau provenait des roches de la Lune parce que, pour eux, il n'y avait pas d'eau sur la Lune. Nous savons aujourd'hui que c'est faux et qu'il y a bel et bien de l'eau sur la Lune. Cependant, la question de savoir qui est à l'origine de cette découverte n'a pas de réponse claire.
L'Inde affirme que son orbiteur lunaire Chandrayaan-1 a découvert de l'eau dans le sol de la Lune, qu'on appelle régolithe en termes géologiques, pendant sa mission en 2008-2009. Cette affirmation est contestée. Comme l'orbiteur Chandrayaan-1 n'a pas pris des mesures spectrales infrarouges de la surface lunaire à 3 nanomètres, les résultats positifs auraient pu tout aussi bien indiquer des molécules d'OH que des molécules de H2O. OH est un hydroxyle, ce qui signifie qu'il peut s'agir d'un acide ou d'un alcool. L'Inde a envoyé Chandrayaan-2 sur la Lune en juillet 2019 pour confirmer les résultats précédents et a trouvé des molécules H2O à l'aide de mesures spectrales infrarouges à 6 nanomètres. Mais l'observatoire SOFIA de la NASA affirme avoir trouvé de l'eau sur la Lune en août 2018. SOFIA, qui signifie en français Observatoire stratosphérique pour l'astronomie infrarouge, volant à 45 000 pieds à bord d'un Boeing 747 SP modifié, a effectué des relevés spectraux de 6 nanomètres de la surface lunaire et a trouvé des signes clairs de la présence d'eau en août 2018. Mais cette découverte aussi est contestée. Les relevés de SOFIA ne correspondaient pas aux variations de température sur la Lune. Que s'est-il passé? L'eau était là et puis elle n'était plus là? Il est clair qu'une mesure pratique de la température sur le régolithe lunaire est nécessaire pour déterminer si et quand l'eau est présente dans la lumière du Soleil sur la Lune. Par conséquent, le mérite de la découverte définitive d'eau dans les roches et le sol de la Lune doit être attribué au rover lunaire chinois Chang'e 5 qui explorait sa surface cachée en 2020. La nouvelle question qui se pose est alors, quelle quantité d'eau y a-t-il dans le sol et les roches de la Lune? La réponse tient en 2 mots, pas beaucoup. On pourrait extraire environ 1 goutte d'eau pour chaque mètre cube de régolithe et à peine plus dans les roches. Les ingénieurs se creusent actuellement la tête pour essayer de trouver quel type de machine il faudrait concevoir et construire pour exploiter cette eau lunaire. Il est absolument essentiel de trouver de l'eau localement sur la Lune. L'eau est trop lourde pour être apportée en grande quantité afin d'alimenter une quelconque activité humaine, telle que la construction prévue d'une base lunaire. Sans approvisionnement en eau, la présence humaine à long terme sur la Lune est définitivement exclue. Heureusement, on pense que l'eau existe de façon plus abondante sur la Lune, mais à un autre endroit, à son pôle sud. Dès 2010, le radar de la NASA a cartographié les régions polaires de la Lune. La cartographie radar dépend du rebond, ou signal réfléchissant, des ondes radar. Le radar rebondit différemment lorsqu'il frappe la Terre, l'eau ou la glace. Tout comme tu peux dire, les yeux fermés, si quelqu'un frappe sur du métal, du bois ou du plastique. Les ondes sonores ont leur propre schéma distinctif, et il en va de même pour le radar. Le temps qu'il faut pour recevoir le signal de rebond permet de créer une carte de la topographie de la surface. Les montagnes, les vallées et les crêtes peuvent toutes être cartographiées avec précision, façonnant ainsi une carte détaillée de la surface. En passant au-dessus des cratères du pôle sud lunaire, la réflexion de la télémétrie radar a rebondi avec un signal qui indiquait la présence de glace dans les cratères. C'était une découverte très excitante. Les cratères du pôle sud de la Lune ont la particularité de ne jamais être éclairés par le Soleil. L'angle de la lumière du Soleil ne fait que passer horizontalement sur les sommets des cratères, sans jamais y descendre. Cette configuration polaire unique crée une situation où les bords supérieurs des cratères polaires sont toujours ensoleillés, mais le fond des cratères ne reçoit jamais la lumière du Soleil. La glace au fond des cratères ne fondra jamais. Plus de 40 cratères ombragés en permanence se trouvent à proximité du pôle sud lunaire et ils semblent tous contenir de la glace. Les agences spatiales du monde entier ont rapidement annoncé qu'elles prévoyaient des bases lunaires au pôle sud. La Chine, la Russie, l'Europe et le Japon prévoient de placer des panneaux solaires sur les bords des cratères, puisqu'ils bénéficient de la lumière du Soleil 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et d'exploiter la glace au fond des cratères. La NASA n'a pas été si prompte à le faire, se refusant sagement à faire des plans extravagants basés sur une seule observation. Ce n'est tout simplement pas de la science sérieuse. De multiples observations sont nécessaires. Si ton cousin William, lors d'un dîner, voit la salière léviter et flotter dans les airs, mais que personne d'autre ne le remarque, il se peut que cela ne soit jamais arrivé. Peu importe à quel point William insiste sur le fait que cela s'est produit. Plusieurs observations sont nécessaires pour que quelque chose soit considéré comme réel. Et au moins une de ces observations doit impliquer un contact direct. La NASA a lancé le LRO, ou orbiteur de reconnaissance lunaire, pour qu'il tourne au-dessus de ces cratères du pôle sud de la Lune. Parmi les 7 instruments du LRO qui prennent des mesures détaillées, le LAMP peut prendre des images ultraviolettes des cratères ombragés lorsqu'ils sont éclairés par la lumière des étoiles. Plutôt malin.
On estime aujourd'hui qu'il y a un demi-trillion de kilos de glace d'eau dans les cratères ombragés du pôle sud lunaire, soit environ 500 milliards de litres d'eau. Cela correspond à peu près à ce que l'ensemble des États-Unis consomment en seulement 2 jours. Mais ces 500 milliards de litres d'eau pourraient alimenter une base lunaire pendant 1000 ans. Comment cette glace est-elle arrivée là ? Les comètes sont pour l'instant l'explication la plus plausible. Elles peuvent être composées de nombreux types de glace, la glace d'eau étant la plus courante, puisque l'oxygène et l'hydrogène sont si répandus dans l'espace. La Terre est cependant le seul endroit du système solaire à posséder de la glace à l'italienne. Lorsqu'une comète s'écrase sur le pôle sud lunaire et crée un cratère, la glace y est piégée, sans jamais fondre ou s'évaporer, puisqu'elle est compactée à la surface de la Lune. Des relevés radars ont indiqué la présence de glace jusqu'à 18 mètres sous la surface au fond de ces cratères sombres. Il va y avoir beaucoup de monde au pôle sud de la Lune lorsque tous ces pays commenceront à mettre en œuvre leurs plans pour exploiter la lumière perpétuelle du Soleil sur les bords des cratères, ainsi que la glace dans les profondeurs sombres des cratères. Le pôle sud de la Lune est en passe de devenir le bien immobilier le plus précieux et le plus convoité, en dehors de certains quartiers de Paris. Mais la NASA n'a toujours pas eu ce contact direct avec la glace d'eau au pôle sud lunaire. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, et ils essayent encore. Le vaisseau spatial L-Cross a tiré un projectile lourd dans le cratère sombre Cabeus. L'idée était de créer un panache de gaz à partir de l'impact qui s'élèverait au-dessus du bord du cratère, et un vaisseau spatial suivant volerait à travers le panache et prendrait des mesures directes de celui-ci. Ce serait la preuve physique recherchée par la NASA de la présence d'eau dans les cratères polaires. L-Cross a trouvé beaucoup d'hydrogène ainsi que du sodium, du mercure et de l'argent dans le nuage gazeux soulevé du fond du cratère, mais aucune molécule d'H2O. La quantité d'hydrogène dans le panache a conduit de nombreux scientifiques à insister sur le fait que la glace d'eau devait en être la source. Mais le doute était encore possible. Ce n'était pas la détection directe que la NASA avait espérée. Bientôt, Prime 1 va forer pour trouver de la glace dans la zone polaire sud de la Lune. Prime est un acronyme qui signifie en français « Expérience d'exploitation de la glace des ressources polaires ». La sonde ne pourra forer que jusqu'à 90 cm de profondeur, mais la NASA espère que ce sera assez profond pour trouver de la glace compactée dans la Lune, sous le niveau du régolithe. Prime 1 est un prélude à la mission Artemis qui doit aller sur la Lune avec un équipage humain. La NASA n'a pas envoyé d'hommes sur la Lune depuis plus de 50 ans. D'ailleurs, nous n'avons rien posé sur la Lune pendant toutes les années qui ont suivi la dernière mission Apollo en 1972. Nous avons fait atterrir des rovers sur Mars à plusieurs reprises pendant ces années, mais pas sur la Lune. Mais aujourd'hui, avec la quasi-certitude de la présence de glace d'eau sur la Lune, la course est relancée pour installer une station avec équipage humain au pôle sud de la Lune. L'eau sur la Lune ne provoque pas seulement beaucoup d'enthousiasme dans la communauté scientifique. Elle crée aussi beaucoup d'agitation au sol. Ce ne sera pas juste un autre lancement spatial. Nous allons vraiment retourner sur la Lune.